Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de notre programmation, pour vous dire c'est qui nos prochaines conférencières. Le 12 mars, on reçoit pour peut-être la 2e-3e fois Mme Francine Jean, qui va nous parler des vérités oubliées de l'âme. C'est une conférencière très intéressante. Le 16 avril, on reçoit Mme Carole Isabelle. C'est les secrets de l'abondance, celle aussi. Notez ça dans votre agenda. Le 21 mai, ça va être pas mal le fun. On reçoit les jeunes de Jeunesse sans frontières qui vont faire des stages au Gouette de l'été ou en Haïti. Puis là, moi, je les ai demandé de venir pour nous parler qu'est-ce qu'ils font là-bas avec des photos. Puis, là, on entend souvent parler, mais on ne voit pas concrètement le projet. Les auteurs, le 26 mars, c'était Pauline Gill qui avait été publicisée. Et la semaine passée, elle a fait un accident cardiaque. Donc, on a dû la remplacer par Mme Francine Allard. Elle a écrit les livres de la couturière. Il y en a un nouveau aussi, puis j'ai oublié de noter le nouveau titre, mais il est sorti la semaine passée. Le 23 avril, Michel Langlois vient nous voir. C'est lui qui a écrit Ce pays de rêve, La force de vivre, Les gardiens de lumière. Les auteurs, c'est toujours en après-midi à 2h. Aussi, le mercredi à 2h, on a des films de l'ONF. Comme le 19 mars, c'est Ron Turcotte, jockey légendaire. Le 16 avril, Pour la cause. Le 14 mai, Un musée dans la ville. Fait que c'est ça, on présente ça sur l'écran géant. Puis c'est en toute simplicité. Donc, les gens regardent le film et après ils quittent. Un petit moment de relaxation. Vous rappelez aussi qu'à chaque mois, on a un artiste qui expose à la bibliothèque. Fait que là, il vous reste juste quelques jours pour admirer les toiles de Mme Céline Boulet. Qui est ici. Au mois de mars, c'est Mme Hildegarde Carle. En avril, c'est Claire Baudouin. Et en mai, c'est Pauline Jutras. Alors, prenez le temps là, de passer. Les week-ends, on est ouvert à la bibliothèque le samedi, dimanche après-midi. Fait que des fois, en prenant une marche, prenez le temps de venir voir les œuvres. À la vente de garage, qui est toujours le samedi de la fête des mères, juste vous rappeler que nous, depuis l'an dernier, on commence notre vente de garage, la vente de livres, le jeudi soir précédent, pour donner la chance aux gens de Plessisville, à nos abonnés, d'avoir le premier choix sur la vente de livres. Quand même, sinon, quand c'est le samedi, tout le monde fait leur vente de garage chez eux. Puis souvent, c'est du monde de l'extérieur qui avait le premier choix. Donc là, maintenant, on donne le premier choix à nos abonnés de la bibliothèque. Alors, pour les activités, il faut toujours s'inscrire à l'avance, c'est toujours préférable, parce que sinon, on monte le nombre de chaises en conséquence. Fait que c'est toujours mieux de s'inscrire à l'avance. Ce soir, nous recevons Sylvie. Comme vous avez vu, elle a écrit déjà beaucoup de livres. Puis, on les a tous à la bibliothèque. Je dois vous dire que Sylvie est parmi les conférencières préférées de nos abonnés et de nous aussi. Ça doit faire 4-5 fois, certains. Peut-être la 5e, je ne sais plus, je l'ai compris. Ces conférences sont toujours très intéressantes. On en ressort avec une image, une phrase, je vais dire une façon de voir les choses. Ce soir, Sylvie nous parlera des liens familiaux qui peuvent parfois être complexes et nous expliquera que la vision de l'âme pourrait dénouer bien des problèmes. Alors, je suis sûre qu'on va vous passer une excellente soirée et je vous laisse en compagnie de Sylvie. Merci. Je vais prendre le micro parce que je vais être certaine d'avoir de la voix à la fin de la soirée. Ce soir, moi, c'est toujours un pur bonheur de venir vous voir ici à Plessisville. Comme Suzanne me disait, ça doit faire au moins 5 fois certains que je viens. Et à chaque fois, c'est un pur bonheur. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'aimerais remercier Suzanne et la bibliothèque pour cette belle invitation-là.
Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils viennent à assister à une de mes conférences? OK, il y en a quand même pas mal. Je vous fais lever la main parce que je voulais pas me répéter, mais je vais me répéter. Désolée pour les autres. Donc, pourquoi je vous parle d'interrelation familiale vue d'un autre vue d'un autre œil et particulièrement vue du point de vue de l'âme? Bien, écoutez, moi, ça fait environ une quinzaine d'années que j'ai commencé à recevoir des communications avec les âmes, avec la mienne, avec les âmes des défunts, avec mes guides. Mais pour moi, au début, tout ça, c'était vraiment de l'ordre du mystère parce que moi, je suis une personne qui est très cartésienne. J'ai une formation de notaire. Donc, j'ai choisi une profession où il y a des preuves. Hein? Alors, mais dans le domaine du subtil, il n'y en a pas trop de preuves. Alors, je passais d'un extrême à l'autre. Et quand les communications se sont installées dans ma vie, bien, au départ, je ne vous cacherai pas que j'ai pensé être un peu plus cinglée. Donc, je ne savais pas trop. Je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi ces âmes-là venaient me voir et qu'est-ce qui était en train de m'arriver. Alors, j'ai commencé une quête pour essayer de comprendre ce qui se passait chez moi. Mais ça fait en sorte que j'ai développé une passion, mais réelle, de toutes les questions qui touchent à la vie, à la mort, à la naissance. Donc, à travers cette quête d'information-là, ben, j'ai vécu énormément de communication avec les défunts, avec mes guides, qui m'ont amené des réponses, et c'est un peu ce que je vais vous partager ce soir. Ce que je vous partage là, c'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais c'est pour vous amener à une réflexion sur votre propre vie, une réflexion aussi sur la vie, parce que je pense que c'est important de se poser des questions. Souvent, on attend d'être confronté à la mort d'un proche ou la nôtre, pour se poser ces grandes questions-là. Mais ça fait en sorte qu'on manque un paquet de trucs hyper intéressants dans notre quotidien parce que justement, on ne s'est pas posé des questions et que si on s'en était posé, ben, notre quotidien aurait été transformé par les réponses qu'on trouve quand on se pose ces questions-là. Donc, je prétends absolument pas avoir la vérité sur les relations interfamiliales ou sur quoi que ce soit d'autre. Je vous partage ce que moi j'en comprends, les réponses qui me font du bien, les réponses qui m'amènent à être mieux dans mon quotidien, à trouver une paix intérieure. Et si ça peut vous amener, vous, à trouver des réponses qui vous satisfont, bien, la soirée aura valu le déplacement. Alors, avant de commencer, souvent les gens sont un peu intrigués sur le fait, quand je dis que je communique avec les âmes, un peu comment ça se passe, comment ils viennent me parler. Je devrais plutôt dire comment ils s'adressent à moi, parce que quand on dit parler, tout le monde pense que je les entends dans mes oreilles. Mais non, je les entends pas. Si vous avez déjà écouté la série à la télé Melinda entre deux mondes, ou même la médium Lisa Williams, ou ces deux médiums-là voient, elles sont clairvoyantes, et entendent, elles sont clairaudientes. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis ce qu'on appelle clairsentiente. Donc, on sent, je ressens les choses, et c'est par mon ressenti que j'entends les communications. Donc, je vous raconte juste pour faire rapidement, que vous ayez une idée un peu comment ça se passe, une communication que j'ai vécue. Ça va vous permettre ensuite de comprendre d'où viennent les informations que j'ai. Donc, une des premières communications que j'ai eues, c'est avec mon grand-père, le père de ma mère, qui est décédé en décembre 2000. Donc, mon grand-père est venu me voir à 2 reprises, dans 2 temps complètement différents. La première fois qu'il est venu me voir, le plus étonnant, c'est qu'il était en vie. Il n'était absolument pas malade. Et ça s'est produit comment? Ça fait une quinzaine d'années que je médite tous les jours. Et à travers mes méditations, les âmes viennent s'adresser à moi. Donc, un bon matin, je m'installe en méditation et je me mets à recevoir des images ici. J'ai les yeux fermés et je reçois des images ici. Ce que je vois, c'est un lit
un lit d'hôpital avec une personne d'alité. Et c'est comme si je me trouve en surplomb au-dessus de ce lit-là. Je vois que c'est mon grand-père qui est dans le lit. Et automatiquement, je comprends qu'il est mort. Donc, je dois l'aider pour passer de l'autre côté. Mon grand-père avait extrêmement peur de la mort. Donc, ça, c'est instinctif. Hein? Ça se place tout de suite. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, je lui dis, viens, je vais te montrer, je vais t'aider. Et là, c'est comme si on est aspiré dans un mouvement, comme dans une spirale ou dans un tunnel ascendant. On monte pendant une fraction de seconde, c'est vraiment pas long tout ça, ça se passe, ça se produit très rapidement. Puis on arrive à un plan qui est beaucoup plus lumineux, tout blanc. Il n'y a pas de plancher, pas de plafond, pas rien, tout est blanc, tout est très chaleureux, très accueillant. C'est un blanc qui est difficile à décrire parce que ici, quand on dit tout blanc, c'est comme si ça nous aveugle. Mais ce que je voyais, c'était très confortable, très paisible, très doux. J'ai vu les guides de mon grand-père arriver et j'ai su que moi, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Mon grand-père s'est adressé à moi. Il m'a regardé droit dans les yeux puis m'a demandé de transmettre un message à ses enfants. Et après ça, il s'est adressé à moi et il m'a dit « Tu sais, j'ai pas été un bon grand-père pour toi. » Alors mon âme, je dis bien mon âme, lui a répondu « Non, non, t'inquiète pas. Tu as été exactement le grand-père qu'il fallait que tu sois pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. » Et ça, je vais y revenir tout à l'heure dans les interrelations familiales. Alors donc, mon grand-père m'a fait une accolade. Mais ça a été le moment le plus puissant de toute ma vie. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Ça fait 15 ans et à chaque fois que j'en parle, je ressens dans mon corps la même vibration que mon grand-père me transmet à ce moment-là. Une fois l'accolade terminée, mon grand-père m'a regardé de nouveau dans les yeux et il m'a dit « Tu me promets, hein, tu vas remettre le message. » Et je lui ai promis. Je suis revenue tout doucement à moi. Et j'ai laissé mon grand-père avec ses guides. Quand je suis revenue à moi, en ouvrant les yeux, je me suis automatiquement demandé qu'est-ce qui venait de se passer parce que mon grand-père, je vous l'ai dit, il était encore en vie aux dernières nouvelles. Alors là, le fait que j'assiste à ça, que je fasse ça avec lui, je me disais, ben ça y est, mon grand-père vient de mourir. Donc, je ne comprenais pas trop comment tout ça s'était passé, mais bon. J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé comment ça allait. Je ne lui ai pas raconté tout ça parce que moi, à l'époque, je suis encore notaire, OK? Je suis encore dans ma rationalité et je suis encore dans... Non, ce genre de truc-là, on ne parle pas de ça à personne. Alors, je ne vais sûrement pas aller dire ça à ma mère. Elle va me prendre pour une cinglée, c'est sûr. Donc, je lui demande juste comment ça va. Elle me dit, ça va super bien. Je m'apprête à aller à un party de Noël, alors on est dans les préparatifs et tout ça. Bon, ça s'en va un party de Noël, c'est sûr que son père n'est pas mort, hein? Donc, ça va super bien, j'ai fabulé, je suis plus cinglée que je pense. Alors, je mets tout ça de côté, puis moi, la promesse de dire un message aux enfants de mon grand-père, on oublie ça, là, hein? Mais je suis comme un lion pendant 3 jours dans la maison, avec cette pulsion-là de dire, mais en même temps, cette répulsion-là à dire non, moi je ne m'aventure pas sur ce terrain-là, je ne vais pas aller dire ça. Et dans la 3e nuit, j'ai fait un rêve, mais très clair, où je devais remettre ce message-là. J'ai raconté le rêve, j'avais raconté ce qui s'était passé à mon conjoint de l'époque, et au réveil, j'ai raconté le rêve toujours à mon conjoint, et là, il me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Moi, je pensais qu'il allait m'encourager, parce qu'il était aussi rationnel que moi. Alors, je pensais qu'il allait m'encourager en me disant, ben non, Sylvie, laisse faire. Mais non, il me dit, qu'est-ce que t'attends pour livrer le message? Bon.
Alors, j'ai décidé de commencer par ma mère. Je dis, au moins, par elle, on verra. Je pense pas qu'elle me renie, donc ça devrait bien aller. Et après, je verrai avec les oncles et les tantes. Donc, je raconte ça à ma mère. Elle m'écoute. Elle trouve ça super beau. Elle me dit, « Wow, c'est génial. » Donc, elle est tout contente. Alors, je raccroche. Et là, je fais, « Ouh. Bon, un fait. Les autres, maintenant. » Et là, tout bonnement, je dis à mon grand-père, « Ben là, si tu veux que le message se rende, aide-moi. Parce que moi, j'ai aucune espèce d'idée de comment je vais faire pour donner ce message-là à tes autres enfants. Donc, je m'imagine pas les prendre un par téléphone, puis leur raconter ça. Donne-moi un petit coup de main. » 30 minutes plus tard, là, j'exagère pas, hein? 30 minutes plus tard, le téléphone sonne. C'est ma mère. Elle me dit, « Sais-tu, Sylvie, c'était tellement beau, le rêve que tu m'as raconté tantôt. » Elle a pris ça pour un rêve. Que j'ai décidé d'écrire un courriel à mes frères et mes sœurs, puis je leur ai raconté ça. Merci, grand-père. Hein? Wow, c'est du service. Mais donc, le message est livré, mais mon grand-père est toujours en vie. Je ne comprends pas pourquoi que tout ça s'est arrivé, mais bon, les jours passent. Noël arrive. J'ai le temps de revoir mon grand-père. Et quand je vais le voir, je le regarde juste avant de partir, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, « Si tu as encore besoin d'aide, tu sais où me trouver. » Mon grand-père, qui était encore sain d'esprit, me regarde vraiment comme bizarrement. Et là, j'ai senti un éclair dans ses yeux. Il avait compris ce que je voulais dire. Il était en connexion avec moi, il avait compris. Il m'a fait un beau grand sourire et je suis partie. 2 jours après, je suis chez moi et je me sens extrêmement mal. Mal au point d'aller me coucher en plein milieu de l'après-midi, ce qui n'était pas du tout mon genre, et de tomber complètement endormie. Je me suis réveillée à 17h pile. J'ai regardé l'heure, j'étais en pleine forme, mais j'ai senti une présence à côté de moi. Mais vraiment comme s'il y avait quelqu'un physiquement, mais il n'y avait personne, j'ai regardé. Je sentais cette présence-là et en me fermant les yeux, j'ai su que c'était mon grand-père. Alors je lui ai dit, « OK, c'est le moment. » Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas qu'est-ce qui était en train de se dérouler, mais je savais intuitivement, j'ai dit, « OK, c'est le moment, parfait, on va y aller. » Donc on a refait encore cette espèce de traversée-là dans le tunnel. J'ai vu ses guides arriver, je l'ai laissé avec ses guides et je suis revenue à moi. Ma mère m'a téléphoné à 8 heures pour m'annoncer que mon grand-père était décédé à 17 heures. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça le travail que je fais avec les défunts, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour me demander soit de transmettre des messages, soit de les accompagner, soit de faire quelque chose de très spécifique pour eux. Mais à travers ça, j'apprends énormément. En cours de route, j'ai aussi accompagné des âmes qui s'incarnent. Parce qu'on oublie, évidemment, que dans notre société, on pense à l'âme juste du point de vue de la mort. Hein? On commence à s'intéresser à l'âme quand la mort rôde. À part ça, l'âme, ça n'existe pas. Alors, ça n'existe encore moins quand il y a un bébé qui arrive sur Terre. Mais le bébé, il y a une âme aussi. Alors, cette âme-là, parfois, vient me voir pour me demander de l'accompagner aussi dans ce passage-là. En fait, tout ça pour vous dire que je porte le nom de ce qu'on appelle un passeur d'âme. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui aide une âme dans un passage de vie. Donc, que ce soit dans le passage de la naissance, que ce soit quelque chose de spécifique durant l'incarnation ou en fin d'incarnation, les passeurs d'âme vont jouer des rôles. Donc, c'est à travers les expériences de passeurs d'âme que j'ai appris le plus. Ça m'a amené à écrire 5 livres et c'est un peu, la conférence de ce soir, c'est un peu un mélange de toutes sortes d'informations qui passent à travers ces 5 livres-là.
Donc, les interrelations familiales, ça nous pose souvent des problèmes. Je ne sais pas vous, là, mais des fois, on a l'impression qu'on n'est pas né dans la bonne famille. Ou en tout cas, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous entourent, que ce soit la famille immédiate ou la famille plus éloignée. Parfois, on se pose des questions. Mais on pourrait étendre, j'ai parlé des interrelations familiales, mais on pourrait étendre ça aux interrelations, point. Hein. Les relations humaines ne sont pas toujours simples. Ne sont pas toujours simples, pourquoi? Mais parce qu'on oublie qu'est-ce qu'on vient faire ici sur la Terre en tant qu'âme. Ce soir, on va regarder les choses du point de vue de l'âme. Il y a une nette différence entre ce que l'âme pense et ce que notre personnalité, égo ou mentale, appelons-le comme on veut, pense. Deux parties de nous qui fonctionnent complètement différemment. Donc, l'âme, elle, pour vous faire une image, je vais repartir autrement. À l'intérieur de nous, on a trois parties. Je vous ai parlé de la personnalité, je vous ai parlé de l'âme, mais nous avons aussi ce qu'on appelle un esprit. Donc, notre esprit, imaginons que c'est la partie la plus élevée de nous. C'est celle qui reste toujours dans les hautes sphères énergétiques parce que c'est trop élevé pour atteindre la matière. Donc, notre esprit, pour faire quelque chose de concret, c'est comme le PDG, le président directeur général de notre entreprise qui est le Moi Inc. OK? Donc, notre esprit, c'est le PDG. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'on vient faire dans l'incarnation, qu'est-ce qui vient se dérouler, tout ce qui se passe. C'est le grand boss. L'âme, c'est le bras droit du grand boss. On pourrait l'appeler le directeur, on pourrait l'appeler le contrôleur, ou peu importe. C'est le grand boss, c'est le bras droit qui fait le pont entre le directeur et ce qui va se passer dans la matière. Puis la personnalité, ben elle, c'est le contremaître. C'est elle qui est sur le chantier. C'est elle qui a les deux pieds dans la boîte, puis c'est elle qui vient faire avancer les choses. OK? Vous me suivez? Parfait. Donc, quand on s'incarne, on n'apprend pas dans notre société qu'on devrait s'en référer à l'âme. On devrait aller voir l'âme pour prendre des décisions. Notre société fait en sorte que quand on arrive ici, sur la Terre, tout est fait pour qu'on reste tourné vers l'extérieur et qu'on s'alimente toujours de l'extérieur. Le petit bébé qui arrive sur la Terre, il n'est même pas capable de se gratter le bout du nez tout seul. Ça y prend quelqu'un qui va comprendre que son pleur veut dire « grattez-moi le bout du nez ». Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, toute la nourriture, que ce soit vraiment la nourriture qu'il avale, mais aussi la nourriture intellectuelle, les idées, les croyances, les connaissances, ça va venir aussi de l'extérieur. On va encourager dans notre société principalement tout ce qui vient de l'extérieur. On va encourager l'enfant aussi à utiliser son mental. Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent à un enfant? Ben, réfléchis avant d'agir. Les actions de réfléchir, d'analyser, de structurer, ça, on est passé maître tout le monde là-dedans parce qu'on l'a bien appris. Notre société nous martèle l'esprit dès qu'on arrive sur Terre à utiliser ces fonctions-là. On est constamment dans la tête. Jamais on va dire à un enfant, va donc voir dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. Mais si vous avez des enfants autour de vous, des petits bouts là, 5 ans et moins, faites l'exercice avec eux. Quand ils sont devant un choix, demandez-leur d'aller dans leur cœur, puis de vous donner une réponse. Vous allez être renversé de la réponse qu'ils vont vous donner. Pourquoi? Parce que les enfants sont encore branchés sur leur connaissance intuitive. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on se débranche de cette connaissance intuitive-là pour passer à la connaissance rationnelle. Et c'est là que les problèmes se complexifient.
Les enfants, quand on les regarde aller, ils n'en ont pas de problème. Ils sont dans le moment présent et ils vivent ce qu'ils ont à vivre pleinement. Dans ce moment-là, ils sont branchés sur le cœur. Et c'est grâce au cœur qu'ils vivent des beaux moments, des moments d'intensité. Mais en grandissant, on a appris que la référence ultime dans notre société, c'est la tête. Mais la tête, elle nous coupe de ces beaux moments-là, elle nous coupe de tout. Et elle nous coupe aussi de ce qu'on est venu faire sur la Terre. On perd de vue en grandissant quelle est notre mission de vie. Et c'est ça qui fait qu'on s'égare dans nos relations avec les autres et dans nos relations avec nous-mêmes parce qu'on n'est plus en contact avec nous. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre? Hein? Bonne grande question auquel j'ai des éléments de réponse, mais je n'ai pas la réponse au complet. Mais si je pouvais dire comme élément, chacun de nous cherche sa mission de vie. Hein? Je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais quand on entend quelqu'un qui dit qu'il est dans sa mission de vie, tout le monde, on fait tout « Wow! Hey, moi, j'aimerais ça être dans ma mission de vie aussi. Hein? J'aimerais ça avoir cette espèce d'élan-là ou cette espèce de passion-là qui m'anime. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, donc, qui va m'animer? » Parce que dans notre société, les mots mission de vie égale faire quelque chose. On est dans une société de faire, il ne faut pas se le cacher, hein? On fait des affaires. Mais la mission de vie, c'est être. On a tous la même mission de vie, c'est d'apprendre à être. Et quand on est, après, c'est facile de faire. C'est facile de faire avec passion parce qu'on est branché sur le cœur. C'est ça qui fait qu'on est dans la passion. Mais si je suis dans ma tête, je ne peux pas être passionnée. Parce que la passion, elle ne se passe pas là. Donc, je vais chercher toute ma vie à faire quelque chose qui me passionne, mais je passe à côté. Parce que la passion, c'est de revenir au centre, revenir au cœur. Donc, notre mission de vie qu'on a tous, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de se rebrancher sur le cœur pour être amour, être paix et être joie. Et si je pouvais résumer ça plus simplement, ce qu'on vient faire sur la Terre, c'est avoir du fun. C'est ça qu'on est venu faire ici. Avoir du fun, s'amuser. Mais on se prend tellement au sérieux. On est comme l'acteur. Imaginons ça, là. Le meilleur exemple que je peux trouver, vous connaissez tous Harry Potter. Ben, vous le connaissez peut-être pas personnellement, mais vous en avez entendu parler. Mais c'est comme si Harry Potter, c'est-à-dire Daniel Radcliffe qui joue le rôle d'Harry Potter, se mettait un jour à se prendre réellement pour Harry Potter, puis à se promener dans la rue avec son balai puis sa cape de sorcier. On le trouverait un petit peu rigolo, hein? On dirait, oh, je pense qu'il n'a pas compris quelque chose. C'est un film. C'était pas si vrai que ça. Et notre incarnation, c'est un peu ça. On vient jouer un rôle ici. On a pris, je vais prendre mon exemple, j'ai pris le rôle de Sylvie. Sylvie qui, en grandissant, est devenue notaire, puis est devenue maman, puis est devenue une épouse, puis après ça, est devenue un auteur. Puis ça, c'est mon rôle, là, moi. OK? Mais si je me prends trop au sérieux dans ce rôle-là, mais ce qui arrive, c'est que j'oublie que je suis venue ici pour m'amuser dans ce rôle-là. Et là, je m'égare. Donc, on vient sur la Terre pour expérimenter, pour s'amuser et pour surtout ne pas se prendre au sérieux. Mais c'est pas ça qu'on apprend dans la vie, hein? Notre société qui est axée sur la performance, sur les résultats, sur le rendement, fait en sorte que tout est là pour qu'on se prenne au sérieux, hein? Puis qu'on tombe exactement dans le panneau de dire « Hey, moi, il faut que je performe, il faut que je sois bon, il faut que je sois quelqu'un, il faut que j'aille ici. » Puis on tombe dans l'avoir, puis on tombe dans le faire. Et on oublie complètement que la seule chose qu'on est venu expérimenter ici, c'est l'être. Uniquement ça.
comment je vais, comment je me sens, comment je suis dans mon travail, dans ma relation avec les autres, dans ce que j'expérimente. C'est ça que je suis venue expérimenter. Tout fait en sorte dans notre société qu'on s'éloigne de cette mission-là. Pourquoi? Mais parce que quand on est de l'autre côté en tant qu'âme, on est dans un monde d'unité. On est unis à tout ce qui existe. Vous avez sûrement déjà entendu ça, on est un. Vous apprendrez rien, là. Donc, quand on dit qu'on est un, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que toutes nous autres ensemble, si on s'imaginait ce soir, c'est comme si on faisait partie d'un même tout. Imaginons ma main ici, mais c'est comme si on était toutes des petites cellules de cette main-là. Il y a juste une main. Donc, on est un, c'est ce que ça veut dire. Chacun de nous, dans son unicité, fait partie d'un grand tout. Mais quand on vient sur la Terre, on va se revêtir des corps énergétiques pour arriver jusqu'à la Terre. On ne les voit pas, ces corps énergétiques-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, par exemple. Ça, c'est comme l'amour. On ne le voit pas, l'amour, mais il existe. On le sait tous qu'il existe. Donc, nos corps énergétiques existent aussi. Et ces corps énergétiques-là, c'est exactement comme si ma main était une âme et qu'elle se revêtait 7 paires de gants, un par-dessus l'autre. Est-ce que je vais sentir la même chose si j'ai 7 paires de gants? Mais non, hein, je ne sens plus rien. Même que je vais me sentir, ma main va se sentir complètement déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand je viens sur la Terre, je me revêts 7 corps énergétiques. Alors imaginez la sensation de coupure. On ne sent plus rien. Alors, parce qu'on ne sent plus rien, si ici j'ai 7 paires de gants, mais parce que je ne sens plus rien, il y a bien des choses que je ne vais plus faire de la même façon. Imaginez le feu. J'aurais pas peur de toucher un rond de poêle, hein? Parce que j'ai 7 paires de gants, je ne me brûlerai pas. Avant que je me brûle, là, ça va prendre un petit bout de temps. Bien, c'est un peu ça. Quand on vient sur la Terre, on oublie certaines choses qui sont essentielles parce qu'on a cette sensation de coupure-là. Et parce qu'on est né dans une société qui est axée sur l'extérieur. Hey, là, on pourrait se dire, hey, pauvre de nous, ça va pas bien. La mission, c'est de se retourner vers nous, mais là, tout est fait pour qu'on soit vers l'extérieur. Hey, on ne se l'est pas donné facile. Bien, en fait, c'est ce qu'on a voulu expérimenter, c'est-à-dire, si on est né ici au Québec, dans cette société-là, dans cette famille-là, mais c'est parce que c'est ce qu'on avait besoin pour aller apprendre ce qu'on avait exactement à apprendre en tant qu'âme, ce qu'on est venu expérimenter. Donc, il n'y a pas de hasard quand on regarde où est-ce qu'on est né, avec qui on est né. Tout ça fait partie des éléments dont on a besoin. Même si on sent un mouton noir dans notre famille, ça fait partie des éléments. Et je vous explique pourquoi. Si je veux apprendre, par exemple, l'amour de la jante masculine. Je suis une femme. Dans d'autres vies, imaginons que je n'ai pas aimé les hommes, là. Et que là, je me dis, ce coup-ci, je vais aller apprendre à les aimer. Je vais essayer de les trouver beaux puis fins cette fois-ci. Mais pensez-vous qu'en tant qu'homme, je vais me choisir un environnement d'hommes qui sont beaux et gentils? Ben non, parce que j'aurai aucun défi. C'est comme si on me donnait les réponses à l'examen. Pensez-y, là. Si tout le monde est beau et gentil avec moi, j'ai pas de défi à les aimer, ils sont fins. Pour que je puisse les aimer, ça va me prendre un petit peu de substance. Il va falloir qu'on me lance des défis, qu'on me mette à l'épreuve, parce que sinon c'est trop facile. Vous comprenez? Donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder nos vies.
On s'est donné un objectif d'apprentissage, mais les défis de notre vie correspondent exactement à cet objectif d'apprentissage-là pour nous faire aller là où on veut aller. Un bon professeur à l'école, c'est pas celui-là qui nous donne les réponses à l'examen. C'est celui-là qui nous fait travailler pour chercher la réponse. Vous êtes tous déjà allés à l'école. Pensez-y. De quelle réponse vous vous souvenez le plus? Celle que vous avez réussie ou celle que vous avez échoué? Pourquoi? Parce que ça vous a obligé à travailler. Ça vous a obligé à aller chercher quelque chose, l'échec. La réponse facile, hein? Sortie de l'examen, aussitôt oublié, rayé du cerveau. OK? La réponse qu'on a manquée, elle nous trotte encore des années après dans la tête. Parce qu'on se dit, hey, ça, plus jamais j'ai oublié ça. Mais c'est exactement le même principe avec l'incarnation. Donc, quand on s'incarne, on va venir avec un certain bagage, un bagage d'acquis. Donc, ce sont nos forces. Ça, on en a tous. Vous savez, les trucs que les gens nous disent, « Hey, ça, là, Sylvie, là, t'es tellement bonne là-dedans. » Ah ouais, tu trouves? Ben non, c'est facile, ça. Mais ça, là, c'est un bagage que j'ai dû pratiquer dans bien d'autres vies. OK? J'amène ça avec moi pour m'aider. Mais dans mon bagage, j'ai aussi des choses qui me restent à travailler un peu. J'ai commencé des apprentissages, donc c'est pas dur, mais c'est pas facile non plus. Faut que je fasse un effort. Et j'ai ce que je viens vraiment apprendre. Donc là, ça me demande un plus grand effort. Les flocons blancs